Bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la lecture de l'œuvre de John Anouilh, Antigone. Donc comme on l'a vu la dernière fois dans la vidéo précédente, on a lu la première scène, c'est-à-dire la scène où le prologue a présenté les personnages de la pièce, le rôle, description, relation entre les personnages, statut social des personnages et leur, on va dire, profession. Donc, également dans le prologue, on a eu droit à une présentation de l'action, c'est-à-dire le prologue nous a situé l'action, c'est-à-dire voilà ce qui s'est passé juste avant le début de la pièce, juste avant l'ouverture du rideau. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté sur donc, la lecture du prologue. On a lu le prologue. On a compris plusieurs choses. C'est que les deux frères, Polynice et Théocle, se sont entretués. Ils sont morts. Créon est devenu roi. Donc, pour rétablir l'ordre dans la ville, dans le royaume de Thèbes, eh bien, Créon a décrété une loi, c'est-à-dire qu'il a accordé à Théocle des funérailles grandioses. Il a eu droit à des funérailles d'un héros, digne d'un héros. Par contre, Polynice, qui a été jugé comme traître, puisqu'il a mis en danger la ville de Thèbes, eh bien, il a été puni. Comme quoi son corps ne serait pas enterré. Et alors, son âme va errer dans le ciel sans jamais retrouver donc le repos, sans jamais trouver la paix et aller en paradis. Donc, et celui qui va essayer d'enterrer Polynice, quiconque, sera puni impitoyablement et il sera puni de mort. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la lecture de la deuxième partie. Donc la deuxième partie de la lecture. Il reste encore d'autres parties. Donc on va commencer par la didascalie de départ. La mise en scène ou bien les indications de scène de départ. Donc la didascalie de départ comporte le décor et quelques informations sur la lumière qui nous informe, qui nous donne une information sur le temps, c'est-à-dire que l'histoire commence à l'aube. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un, c'est-à-dire au moment où le prologue présentait les personnages, eh bien, ces derniers sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi, donc sa fonction est finie, il a présenté les personnages, il a situé l'action, eh bien, donc, sa fonction est finie, donc il sort, il n'est plus sur scène. L'éclairage s'est modifié sur la scène, c'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Donc une maison qui dort, c'est une métonymie, puisque c'est les gens qui habitent la maison qui dorment et non pas la maison. Donc c'est l'aube, c'est très tôt le matin. Antigone entr'ouvre la porte et entre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus et ses souliers à la main. Voilà, donc Antigone, même si c'est encore l'aube, eh bien elle était à l'extérieur, elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer. Donc elle marche sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Pourquoi? Et tout simplement pour ne pas faire de bruit. Elle reste un instant immobile à écouter. Voilà, elle veut aller à sa chambre sans que personne ne la remarque. La nourrice surgit. Donc voilà que la première scène commence. Donc la première scène, donc nous avons la nourrice et Antigone. Comme on l'a vu dans la présentation de l'œuvre, c'est une tragédie moderne. Eh bien, tout simplement, nous n'avons pas la division classique, donc la division théâtrale classique. Donc, la nourrice qui parle. D'où viens-tu? Antigone qui répond. De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant,
Tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Elle va passer, donc c'est une didascalie. Donc normalement, ce n'est pas une phrase qu'on doit lire, mais c'est une phrase qu'on doit jouer sur scène, comme on l'a expliqué la dernière fois dans la présentation. La nourrice qui parle également. Donc, je me lève. Quand il fait encore noir, je vais à ta chambre pour voir si tu t'es pas découverte en dormant, et je ne te trouve plus dans ton lit. Antigone, le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. La nourrice, tu es sortie. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillé. Antigone, dans les champs, c'était tout mouillé, et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route, et j'étais gênée, parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales, et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. La nourrice, à 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève, pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Antigone, tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit, et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse. D'où viens-tu? Antigone, qui sourit étrangement. C'est vrai, c'était la nuit, et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. La nourrice. Fais la folle, je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. Non, d'où viens-tu, mauvaise? Donc, Antigone, un peu grave. Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Antigone doucement. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu es un amoureux? Oui, nourrice, oui. Le pauvre. J'ai un amoureux. Donc, on peut comprendre que depuis le début de la scène jusqu'à maintenant, on peut remarquer facilement qu'il y a un dialogue de sourds entre les deux personnages. La nourrice demande la raison et pourquoi Antigone était sortie dehors, même si c'était la nuit. Eh bien, Antigone, elle ne répond pas, elle répond par d'autres choses. Voilà, donc qu'elle était sortie se promener, que la nature était belle à l'extérieur, il n'y avait pas de couleur et c'était très beau le matin, donc avant le lever de soleil. Donc elle essaie de faire croire à la nourrice que elle était sortie pour se promener alors que la nourrice ne la croit pas. Donc elle lui pose la question, est-ce que tu as un amoureux? Elle a répondu oui. Oui, nourrice, oui, le pauvre. Donc ce pauvre-là, on peut bien souligner ce mot, le pauvre, et on peut bien comprendre que la nourrice, elle va comprendre ce terme, le pauvre, comme quoi il s'agit vraiment d'un amoureux, que Antigone est sortie parce qu'elle avait un rendez-vous. Par contre, pour Antigone, le pauvre, eh bien, elle est en train de dire ce pauvre en désignant son frère Polynice qui était mort. Donc après, on va le comprendre. La nourrice qui éclate, puisque pourquoi elle va se mettre en colère, c'est parce que Antigone, elle a déjà un fiancé, donc qui est aimant. On l'a vu dans le prologue. Donc elle se met en colère. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront que
Ismène, avec ses bouclettes et ses rubans. Il me la laissera sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite, qui est-ce? Un voyou, hein? Peut-être. Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça, réponds donc, fanfaronne. Antigone, avec un petit sourire. Oui, nourrice. La nourrice, et elle dit oui. Miséricorde, je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis pas que ta nourrice. Je ne suis que ta nourrice. Et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle le crayon, saura. Je te le promets. Oui, nourrice, mon oncle crayon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et aimant? Et ton fiancé? Car elle est fiancée à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus le marché, moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête, oui, vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure, ma petite, toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin tu dors, vieille bête, tu dors, toi qui ne peux fermer l'œil, et tu les laisses filer, marmotte, et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira ta mère, là-haut, quand j'y monterai, et moi j'aurais honte, honte à en mourir, si je n'étais pas déjà morte, et je ne pourrais que baisser la tête et répondre. Madame Jocaste, c'est vrai. Antigone, non, nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face, quand tu iras la retrouver. Elle te dira bonjour, nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sorti ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était froid quand je suis venu te border? Ne pleure plus, s'il te plaît, nounou. Donc elle l'embrasse. Allons, ma vieille bonne pomme rouge, tu sais quand je te frottais pour que tu brilles? Ma vieille pomme toute ridée, ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles, pour des bêtises comme cela, pour rien. Je suis pur. Je n'ai pas d'autre amoureux que aimant. Mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer si tu veux que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, nounou. Quand tu pleures comme ça, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Donc, c'est la fin de cette scène. Donc, cette scène, même si on a eu la présentation du prologue, cette scène nous apporte encore d'autres informations. Ça nous donne encore d'autres informations. On peut considérer cette scène comme une scène d'exposition. Donc la scène d'exposition, ce sont les premières scènes qui se trouvent au début de la pièce et qui nous fournissent un ensemble d'informations concernant l'intrigue, concernant les personnages et concernant les relations entre les personnages. Donc on voit très bien comment il est le caractère de la nourrice. On peut dire qu'elle est un peu naïve. On peut dire que c'est une femme qui est très tendre avec ses deux filles. À savoir Antigone et Ismène. On peut facilement comprendre qu'elle essaie de bien faire son devoir de nourrice, c'est-à-dire d'éduquer les deux filles. Donc là, cette scène, ça nous donne un ensemble d'informations, comme Antigone qui était sortie, Antigone qui nous informe que Créon va le savoir, donc elle n'a pas peur de Créon.
qu'elle était sortie. Et même dans cette dernière phrase, là où Antigone dit, voilà, garde tes larmes, garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore. Nous, donc ça anticipe un petit peu les choses. Donc c'est un signe que Antigone va mourir. Donc tu peux garder tes larmes parce que tu vas en avoir besoin après ma mort. Voilà. Donc après cette scène, donc nous avons Ismène qui entre. Et même cette scène, on peut la considérer également comme une scène d'exposition, vu que Ismène et Antigone vont révéler des choses, donc comme quoi ils ont déjà quelque chose de secret entre elles. Voilà. Donc Ismène qui entre, tu es déjà levé. Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levé. Toutes les deux alors. Toutes les deux vous allez devenir folles et vous lever avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeûne? Que c'est convenable pour des princesses. Vous n'êtes pas seulement couverte. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Antigone, laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure. C'est déjà l'été. Va nous faire du café. Elle s'est assise, soudain fatiguée, donc c'est Antigone qui est fatiguée, elle s'est assise. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. La nourrice, ma colombe. La tête lui tourne d'être sans rien, et je suis là comme une idiote. Donc on voit très bien que les personnages, que l'action est adaptée à notre époque, donc question café, parce que l'action qui se passe à l'Antiquité, alors que à l'Antiquité il n'y avait pas de café. Donc nous voyons très bien que l'action est adaptée à notre époque. Donc voilà pourquoi on parle de tragédie moderne. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chou. Donc la nourrice, elle sort, elle va laisser Ismène et Antigone. Donc voilà, c'était une raison pour que la nourrice sorte et que Antigone et Ismène puissent parler tranquillement. Ismène, tu es malade. Ce n'est rien. Un peu de fatigue. Elle sourit. C'est parce que je me suis levé tôt. Moi non plus. Je n'ai pas dormi. Antigone sourit encore. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Elle caresse les cheveux d'Ismène. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de ta tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Voilà, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un sujet qu'elles vont traiter ensemble, ou bien qu'elles traitent déjà avant de se rencontrer ce matin ensemble. Donc elles ont un petit secret entre elles. Antigone doucement sans cesser de lui caresser les cheveux. Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Voilà, donc elle a bien pensé à propos de quelque chose. Voilà. Oui, Ismène qui parle. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui, nous ne pouvons pas. Antigone, après un silence de sa petite voix. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Il, donc c'est qui? Donc pourquoi il leur ferait? Donc il va les faire mourir. Donc on ne sait pas encore. On va le comprendre. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Donc on ne sait pas qui c'est. Et nous devons aller enterrer notre frère. Voilà, donc là on comprend que lui c'est le roi, c'est Créon. Et eux, ou bien elles, les deux filles, elles ont pour fonction d'enterrer Polynice, mon frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Ismène, je ne veux pas mourir. Moi aussi j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré.
C'est-à-dire pondérer, c'est-à-dire je raisonne, je pèse les choses avant de parler, avant d'agir. Je réfléchis. Donc là, on peut parler d'un texte où il y a vraiment, chaque personnage avance ses arguments. Voilà, donc tu dois m'entendre, tu dois m'écouter, voilà. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle, donc leur oncle c'est le roi. Moi je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, donc lui c'est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple, donc elle argumente, voilà, il a le droit de faire ça. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaye de comprendre, au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite, il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches, aux mendiants qu'on rencontre, courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Elle achève doucement. Si je deviens vieille, pas maintenant. Voilà. Si je deviens vieille, c'est parce que elle sait qu'elle va mourir. Donc, Ismène, il est plus fort que nous. Donc, en parlant du roi, parce que Créon est plus fort, donc il a une certaine autorité, donc il est plus fort. Antigone, il est le roi, et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillons dans toutes les rues de Thèbes. Donc elle essaie de lui faire peur. Je t'écoute pas. Ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette avec leur ardeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leur tête d'imbéciles, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce que leur a dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir, il faudra souffrir, sentir que la honte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue. Pourtant, elle monte encore comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé, toute la nuit. Pas toi? Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Donc il y a un silence. Ismène demande soudain. Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Et plus doucement, donc doucement. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement, quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ismène a un élan vers sa sœur. Ma petite sœur. Ah non, laisse-moi. Ne me caresse pas. Nous nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi. Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui. Sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Ton bonheur est là devant toi, et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle.
Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue, que c'est toi que les petites filles regardent passer soudain, muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous, des petites filles, et aimant Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimant. Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant, tu vois, et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère est mort. Il est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher, tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir, mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Donc là, on voit très bien que malgré cette discussion, Ismène n'a pas réussi, même s'il a avancé plusieurs arguments forts, il n'a pas réussi à convaincre Antigone. Pourquoi? Parce que Antigone est orgueilleuse et têtue. Elle a vraiment elle est vraiment entêtée, donc elle n'a pas réussi à la convaincre. Elle a une idée dans la tête et elle veut la réaliser. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que on a appris la raison, bien le sujet que les deux filles que les deux filles avaient commencé bien avant le commencement de la scène. Donc c'est que elles avaient un projet, c'est l'enterrement de Polynice. Elles avaient discuté de ce projet et on voit clairement que Ismène a peur de son oncle, a peur de la loi de Créon. Par contre, Antigone, elle n'a pas peur, elle veut vraiment réaliser son projet, c'est-à-dire l'enterrement de son frère Polynice. Donc, elle n'a pas réussi à la convaincre, c'est pourquoi il lui dit « Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai, tu me laisseras te parler encore. » D'après la réplique qu'on va lire maintenant, on va comprendre qu'Antigone, que la pièce va progresser avec des scènes où Antigone est toujours en face de quelqu'un d'autre qui essaye soit de la convaincre, soit elle essaye elle-même de convaincre l'autre. Donc Antigone, un peu lasse, un peu fatiguée, je te laisserai me parler. Oui, je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie, tu serais moins belle demain. Elle la regarde sortir avec un petit sourire triste, puis elle tombe soudain lasse sur une chaise. Pauvre Ismène. Donc voilà, on comprend que la pièce va se construire avec des face-à-face. C'est-à-dire, Antigone est toujours sur scène et elle est toujours en train de discuter avec quelqu'un d'autre et en train de donner des arguments afin de défendre sa position. La nourrice entre. « Tiens, te voilà un café et des tartines, mon pigeon. Mange. » Antigone. « Je n'ai pas très faim, nourrice. Je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tu es gentil, nounou. Je vais seulement boire un peu. » La nourrice. « Où as-tu mal? » ?»« Nulle part, nounou. Mais fais-moi tout de même bien chaud comme lorsque j'étais malade. » Nounou plus forte que la fièvre, nounou plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, plus forte que les mille insectes, du silence qui ronge quelque chose, quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même, avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou plus forte que la mort, donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien, nounou. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Trop petite pourquoi, ma mésange? Pour rien, nounou. Et puis tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout. Toujours, je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, nounou.
qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma tourterelle? Donc, au début, elle a appelé Antigone par le mot colombe, puis mésange, et puis tourterelle. Donc, ce sont des oiseaux. Hein. La colombe, elle est un petit peu grande, mésange de taille moyenne, et la tourterelle, c'est plus petit. Donc, on peut parler d'une gradation décroissante. Rien, nounou, seulement ta main, comme cela sur ma joue. Elle reste un moment, les yeux fermés. Voilà, je n'ai plus peur, ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni de Tao qui passe et emmène les enfants. Un silence encore, il continue d'un autre temps. Nounou, tu sais, Douce, ma chienne. Donc Antigone, elle a une chienne qui s'appelle Douce. Oui, tu vas me promettre, donc c'est le futur, tu vas me promettre que tu la gronderas plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas entrer dans les maisons. Même si elle salit tout. Promets, nourrice. Alors il faudra que je la laisse tout abîmer sans rien dire. Oui, nounou. Alors ça serait un peu fort. S'il te plaît, nounou, tu l'aimes bien. Douce, avec sa bonne grosse tête. Et puis au fond, tu aimes bien te frotter aussi. Tu serais très malheureuse si tout restait propre toujours. Alors je te demande, ne la gronde pas. Et si elle pisse sur les tapis, promets que tu ne la gronderas tout de même pas. Je t'en prie, dis, je t'en prie, nounou. Tu prophètes de ce que tu câlines. C'est bon, on essuiera sans rien dire. Tu me fais tourner en bourrique. Et puis promets-moi aussi que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça? Parler aux bêtes, et justement pas comme à une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah ça non, à mon âge, faire l'idiote. Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi à cette bête? Antigone doucement. Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler, la nourrice, plus lui parler, pourquoi? Et puis, si elle était trop triste, si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte, comme lorsque je suis sorti, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, nounou, sans qu'elle ait mal. La faire tuer, ma mignonne, faire tuer ta chienne, mais tu es folle ce matin. Non, nounou. Aimant apparaît, voilà Aimant. Laisse-nous, nourrice, et n'oublie pas que tu m'as juré. Donc cette dernière scène entre la nourrice et Antigone, on peut la considérer comme une sorte de testament que Antigone est en train de faire, voilà, pour bien s'occuper de ce qu'elle va laisser derrière elle, c'est-à-dire sa chienne douce. Voilà, donc cette deuxième partie de la lecture d'Antigone est finie, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine partie, la troisième partie. À la prochaine.